Que s'est-il vraiment passé le 6 novembre 2004 à Bouaké, en Côte d'Ivoire? Une base de l'armée française est bombardée par un avion des forces ivoiriennes. 9 soldats français de l'opération Licorne et un civil américain ont été tués. En représailles, Jacques Chirac donne son accord pour détruire l'ensemble de la flotte aérienne ivoirienne. C'est le début d'un cercle infernal faisant de nombreux morts et l'exfiltration de 8 000 Européens. 20 ans après, le mystère demeure malgré un procès en 2021. D'où cette enquête. Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique, le piège ivoirien de Chirac aux éditions Fayard. Il est signé Thomas Hoffnung. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez à cette période envoyé spécial pour le journal Libération et c'est une enquête de 20 ans que vous livrez là, une frange de l'armée ivoirienne. Et depuis, beaucoup d'Ivoiriens ont toujours soupçonné la France de jouer double jeu et en sous-main de soutenir les rebelles. Mais vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse? Non, je ne crois pas du tout. Je crois au contraire que la France était coincée à l'époque. Il faut se souvenir que la France a une présence militaire liée depuis l'indépendance. Il y a un accord de défense qui lie les deux pays. Il y a cette tentative de coup d'État contre le président Gbagbo à l'époque. Et la France s'interpose militairement. Elle sépare les deux belligérants. Et elle se retrouve coincée en quelque sorte entre les rebelles qui tiennent le nord du pays et l'armée loyaliste de Laurent Gbagbo. Rien ne se passe comme prévu. Le processus politique initié par la France ne fonctionne pas. Et en novembre 2004, Laurent Gbagbo décide d'attaquer, de reprendre une partie du nord, en tout cas la ville de Bouaké. Et la France laisse faire. Moi, je crois au contraire qu'elle donne un feu orange en quelque sorte. C'est ce que vous dites, oui, c'est votre thèse en tout cas. Alors que l'avocat des victimes de Bouaké, Jean Ballan, pour lui, ce bombardement n'était qu'un prétexte pour détruire la flotte aérienne ivoirienne et se débarrasser de Laurent Gbagbo. Là encore, je n'y crois pas du tout parce que si vraiment telle était la vérité, ce qu'on dit dans cette hypothèse, c'est qu'un avion manipulé peut-être par les Français devait bombarder un bâtiment vide de cette base militaire française à Bouaké. Or, il y a eu 9 victimes, comme vous l'avez signalé au début, et un civil américain qui a été tué, qui ont été tués. Donc dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi ce complot à ce moment-là de déposer Laurent Gbagbo n'aurait pas été jusqu'à son terme. En tout cas, ça a été un tournant dans la guerre. Ça a été un tournant de la guerre. La France a réagi et même surréagi parce que détruire les 2 avions qui sont impliqués dans le bombardement, ça peut s'entendre en tant que légitime défense. Mais par contre, donner l'ordre de détruire toute la flotte militaire de Laurent Gbagbo, ça a été vécu comme une véritable humiliation par les Ivoiriens qui sont descendus dans les rues, qui s'en sont pris aux Français, aux Européens. Et ça aboutit à ce cercle infernal, à cet engrenage dont vous parliez. Pourtant, dans votre livre, vous dites que pour contrer la rébellion, Gbagbo, qui milite ardemment pour la seconde indépendance de son pays vis-à-vis de la France, a finalement le même réflexe que l'ancien président Houphouët-Boigny. Il sollicite la France en vertu des accords de défense qui lient les deux pays depuis l'indépendance. Mais la France a choisi de ne pas les activer. Pourquoi? Oui, alors c'est vrai que je pense que c'est moi ce que j'appelle le péché originel, en fait. C'est ce qui crée toute cette ambiguïté, tout ce malentendu, je dirais, entre Laurent Gbagbo et la France. Laurent Gbagbo, il croit que la France va intervenir tout de suite pour l'aider face aux rebelles. Or, il se trouve face à lui ce duo Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui est ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui se méfie beaucoup de Laurent Gbagbo. Chirac dit « j'ai rien à voir avec ce socialiste ». Et donc, au lieu d'écraser les rebelles comme l'espérait Laurent Gbagbo, la France s'interpose. Et à partir de ce moment-là, le régime d'Abidjan pense que la France a un double agenda, que quelque part, elle fait le jeu des rebelles et qu'elle va chercher d'une manière ou d'une autre à chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, ma thèse, sans doute, elle surprend beaucoup, parce qu'on pense que depuis le début, la France veut chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Mais je crois, encore une fois, qu'en novembre 2004, la France est coincée et qu'elle se dit on n'a pas le choix, les rebelles, ça ne font pas l'affaire. On voit bien qu'ils se livrent à toute une série de trafics, ils ne vont pas rentrer dans un processus politique. Et de l'autre côté, on a un pouvoir qui est élu. Et même si on n'aime pas Laurent Gbagbo, la France décide de le laisser attaquer jusqu'à ce bombardement qui change complètement la donne. Mais il y a aussi ces enregistrements de l'époque, notamment cette conversation entre le pilote biélorusse et le copilote ivoirien dans le Sukhoi qui a frappé le camp militaire français. Eh bien, cet enregistrement est aux mains des autorités françaises, mais elles refusent de le livrer à la justice française, ce que peut questionner aussi, là encore. Oui, bien sûr, il y a plusieurs faits qui sont très troublants dans cette affaire, qui expliquent
je pense, ce soupçon concernant l'attitude des autorités françaises et qu'on retrouve y compris dans les familles et chez les soldats rescapés du bombardement, ce qui est très grave. Ça veut dire que les soldats eux-mêmes doutent de leurs autorités. Donc il y a ces enregistrements, il y a aussi le fait que les pilotes, les mercenaires biélorusses ont été arrêtés 10 jours après les faits, que les Français ont été au courant, ils ont été interpellés au Togo, on les a laissés partir. Alors concernant... La France les a laissés partir. Enfin. Oui. Alors, concernant les enregistrements, juste, je pense que pourquoi la justice, par exemple, n'y a pas eu accès, je pense que ces enregistrements, ils peuvent montrer que ce bombardement, contrairement à la version qui a été donnée ensuite par les autorités françaises, n'est pas un bombardement forcément volontaire, prémédité, mais sans peut-être une sorte de bombardement qui a été décidé au dernier moment. Les avions cherchaient, de Laurent Gbagbo cherchaient les rebelles qui se cachaient. Est-ce qu'on a cru du côté ivoirien, loyaliste, que ces rebelles se cachaient à cet endroit précis? Est-ce que les forces de Gbagbo ont eu un mauvais renseignement qui, moi, je pense, ne vient pas, encore une fois, des autorités françaises, mais peut-être de la partie adverse, c'est-à-dire des forces rebelles qui ont réussi à intoxiquer les forces ivoiriennes? Pourquoi pas? Toujours est-il que ces enregistrements, à mon avis, s'ils étaient livrés, ils montreraient qu'on ne peut pas avoir de certitude sur le côté volontaire et prémédité du bombardement qui, encore une fois, s'est peut-être fait un peu au débeauté, d'une certaine manière, une sorte d'improvisation. Mais alors, Thomas Hoffnung, est-ce que la limite de votre livre, c'est pas le fait de ne pas d'avoir eu que des sources françaises dans ce dossier? Non, alors j'ai eu des sources ivoiriennes, mais effectivement j'ai été à Abidjan en printemps 2024 pour retrouver un certain nombre de protagonistes de l'époque. Oui. Et je dois dire que ma grande surprise, ce sont tous défilés, sauf quelques responsables côté rebelles et puis aussi des observateurs ivoiriens. Vous n'avez pas eu Laurent Gbagbo, par exemple? Non, Laurent Gbagbo, j'ai essayé de le joindre et son directeur de cabinet m'a dit qu'il n'avait pas le temps de me rencontrer. J'ai essayé de voir un de ses conseillers qui a été souvent cité dans cette affaire, Cadet Bertin, qui m'a dit qu'il ne voulait plus parler de cette affaire. J'ai essayé aussi de voir un des pilotes ivoiriens, copilote ivoirien, qui a été poursuivi par la justice française et qui, lors du procès à Paris, avait dit par la voix de son avocat qu'il était prêt à témoigner, qu'il avait toujours dit que c'était un accident, ce bombardement. Donc je me suis dit, je le prends au mot, je vais à Abidjan. J'ai contacté son avocat qui m'a dit qu'il avait perdu la trace de son client. J'ai demandé si je pouvais rencontrer cet avocat qui a disparu de la circulation. De même que le procureur militaire ivoirien qui a mené toute l'enquête. Je l'ai appelé à de multiples reprises, il n'a jamais voulu répondre. Ce qui me fait penser que dans cette affaire, et c'est la thèse de mon livre, tout le monde a quelque chose à cacher. Je dirais qu'il y a une forme d'omerta qui règne de chaque côté. Et tout le monde a quelque chose à se reprocher. Les Français ont surréagi et les Ivoiriens ont peut-être, je parle bien sûr du régime d'Abidjan, ont peut-être une responsabilité éminente dans ce bombardement, mais encore une fois, qui s'est fait presque par accident. Et voilà, et tout le monde a été pris dans cet engrenage, cette folie qui a abouti donc à ces combats, une quasi-guerre de plusieurs jours entre les forces françaises et les forces ivoiriennes, et puis à ces attaques contre les ressortissants français et européens qui ont été évacués, puis aussi à des dizaines de morts, bien sûr, côté ivoirien, parce que les militaires français ont tiré sur les Ivoiriens lorsqu'ils étaient eux-mêmes pris à partie. Et même au procès de 2021, les responsables politiques français se sont jetés la balle. Oui. Tous. Oui, oui. Villepin. Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères. Michel Yomari à la Défense. Donc c'est vrai que c'était, je dois dire, un spectacle quand même assez affligeant, il faut bien le dire. On était certains journalistes aux côtés des familles à ce moment-là, et on a vu ces familles qui étaient complètement meurtries, si vous voulez, de se dire qu'elles avaient attendu autant de temps pour voir trois ministres de l'époque se défausser chacun sur l'autre et dire j'étais pas au courant, notamment de l'arrestation des mercenaires biélorusses 10 jours plus tard au Togo. Tout le monde s'est renvoyé la balle, avec quand même, je dois dire, une clé qui a été donnée à mon avis par Michel Barnier, qui a dit qu'il avait rencontré le président Chirac lors de sa nomination au Quai d'Orsay, qui lui avait dit qu'il voulait s'investir sur la crise ivoirienne et que le président Chirac lui avait dit « Michel, tu laisses les militaires qui s'en occupent ». Donc il avait acquis la conviction que cette crise était gérée par l'Élysée et par les militaires, et donc y compris bien sûr les événements de novembre 2004, et à mon avis aussi ce qui a suivi, donc encore une fois, le fait de laisser filer les pilotes interpellés au Togo. Thomas Hoffnung, merci. Je rappelle donc le titre de votre livre, Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique, le piège ivoirien de Chirac, aux éditions Fayard.